Bonjour à tous, bienvenue à ce séminaire. Peut-on déclarer un état d'urgence écologique? Merci à Etopia pour sa résilience dans l'organisation de l'événement face à cette urgence pandémique. Alors, le thème de ces rencontres de l'écologie politique, il est prémonitoire, puisqu'il s'intitule Écologie ou barbarie. Nous sommes en plein dans l'actualité, d'une certaine manière, par rapport à l'urgence, puisque une carte blanche récente de juristes et avocats se pose la question, donc coronavirus, le retour à l'état de droit est une urgence absolue, carte blanche qui n'est pas dénuée de critiques. On a octroyé des pouvoirs spéciaux aux exécutifs dans les différents gouvernements via les parlements. Des décisions gouvernementales ont été prises qui suspendent ou modulent ou limitent l'exercice de plusieurs libertés et droits fondamentaux tels que la liberté de circulation, d'association, de réunion, de manifestation, d'expression artistique, d'exercice de sa profession, etc. Des mesures de confinement et de couvre-feu qui sont du jamais vu dans notre pays depuis 1945. Mais souvenons-nous de 2018 et 2019, tout le monde parlait de l'urgence écologique, une autre urgence, urgence climatique, urgence environnementale, et on appelait les États et les territoires du monde entier à déclarer l'urgence, voire l'état d'urgence climatique. La pandémie elle-même n'est pas indépendante de la destruction écologique, de l'habitabilité de la planète. Un virus, issu de la faune sauvage, s'est transmis par nos activités aux populations humaines, via des marchés alimentaires, et a contaminé la planète, via les transports de personnes mondialisés, en provoquant, au passage, une crise économique, jamais vue depuis 1945 également, avec des chutes du PIB à 2 chiffres. Alors, désormais, ces 3 mots nous accompagnent, urgence, état, écologie. Il est possible qu'ils accompagnent ce siècle, qu'on pourrait appeler le siècle des urgences, et qu'il nous faut aimer malgré tout. Aimerons-nous l'urgence? Aimerons-nous l'état? Aimerons-nous l'écologie? L'état d'urgence, n'est-ce pas une chose détestable à la racine de tous les régimes dictatoriaux et totalitaires? Comment combiner urgence écologique et démocratie? Alors la question qui nous obsédera durant 2 heures est celle-ci. Au-delà des éco-gestes individuels, comment mobiliser la puissance de la multitude, c'est-à-dire l'État, pour hisser la démocratie à la hauteur de l'urgence? Faut-il un État, grand E, petit e, d'urgence écologique? Quels sont les risques d'un État d'urgence, petit e, autoritaire et illibéral? Et quel chemin d'expérimentation démocratique pour reconstruire notre État par le bas, avec les citoyens, et par le haut, avec la Constitution? Voilà, donc c'est donc un exercice de repolitisation que nous vous proposons. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir 2 invités que j'ai l'honneur de présenter. Olivier de Scutter, bonjour, qui est professeur de droit international à l'Université catholique de Louvain, rapporteur spécial sur les droits de l'homme et l'extrême pauvreté auprès des Nations Unies, et ancien rapporteur spécial sur le droit à l'alimentation. Il est donc un académique reconnu au niveau international, mais aussi un intellectuel qui est engagé sur tous les fronts de l'écologie et de la justice sociale. Il vient de remettre son second rapport à l'Assemblée générale des Nations Unies, intitulé « La juste transition dans la relance économique, éliminer la pauvreté dans les limites des ressources de la planète ». Il prépare en ce moment un ouvrage avec le philosophe de la même université, Tom de Deroire-Dereux, au sujet de l'État facilitateur. Donc ce serait un État capable de mettre en œuvre la transition écologique et sociale par l'innovation au niveau citoyen, via une nouvelle forme de gouvernance collective. Notre deuxième invité est Charles Hubert Born. Bonjour. Il est professeur de droit public, de droit environnemental et de droit de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme à l'Université catholique de Louvain. C'est lui aussi un académique très actif. Il est consultant, si j'ai bien fait mes devoirs, des autorités en matière de droit environnemental, aussi praticien du droit,
avocat au barreau du Brabant wallon. Il s'est intéressé aux actions en justice relatives à l'environnement, comme l'affaire Urgenda, donc qui a mené à ce que la Cour suprême des Pays-Bas ordonne à l'État néerlandais. Donc, la Cour suprême des Pays-Bas a ordonné à l'État néerlandais de réduire ses émissions de CO2, les émissions du pays. Et c'est aussi, comme Olivier, un intellectuel engagé au plus haut niveau face à l'urgence écologique, puisqu'il a fait partie du groupe d'académiques avec la professeure Delphine Mison, qui ont proposé un texte de loi spéciale climat qui a été soumis au vote en 2019 à la Chambre, qui malheureusement n'est pas passé. Alors, un autre animateur de cette séance, de ce séminaire, Thibaut Delamotte, bonjour. Je pense que vous pouvez prendre votre micro pour la suite, qui est économiste et juriste, ancien chercheur, ex-conseiller budgétaire du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, spécialiste des finances publiques, membre fondateur du comité Déclarons l'état d'urgence environnementale et sociale et qui effectue des recherches indépendantes depuis une dizaine d'années sur les voies de dépassement des urgences écologiques, sociales et démocratiques. Et alors, ce n'est pas très convenable, mais je vais m'auto-présenter. Je suis ingénieur de gestion et économiste, aussi ancien chercheur, ex-conseiller du gouvernement wallon en matière de développement durable. Spécialiste, oui, ça je ne sais pas. En tout cas, je travaille sur les politiques publiques environnementales et économiques. Et j'ai, avec mon comparse Thibaut, contribué à ce comité Déclarons l'état d'urgence environnementale et sociale. Nous avons déposé une pétition citoyenne qui a récolté plus de 40 000 signatures à la Chambre des représentants. Et malgré l'urgence, cette pétition est toujours en cours de traitement par le Parlement. Alors, l'idée de ce séminaire, il nous vient d'un ouvrage qu'on a commis avec Thibaut aux éditions Luc Pire cette année. La foire du livre, c'était début mars, c'était un jour avant le confinement, donc on n'a pas pu faire beaucoup de promotion, donc je vais un peu tricher. Donc il s'appelle cet ouvrage « Déclarons l'état d'urgence écologique », et dans ce titre, chaque mot compte. Donc on a dit « déclarons », donc ça veut dire qu'on doit le faire ensemble. État avec grand E, donc on s'occupe plutôt de l'État et pas du petit état d'urgence qui ne serait pas démocratique, et on en reparlera dans la suite. Alors on va essayer de débattre de manière la plus conviviale et la plus critique possible, et malheureusement on ne pourra pas prendre de questions de l'audience dans les circonstances qu'on connaît, donc on espère qu'on répondra par avance à vos questions. Voilà, ben je cède la parole à Thibaut, qui va cadrer un petit peu les choses plus en détail. Merci Cédric. Alors effectivement, pour les gens qui nous écoutent et qui nous voient, un rapide cadrage du débat aujourd'hui qu'on vous propose. Alors le postulat de départ, c'est qu'on va parler de l'État. Donc on développe une pensée de l'État qu'on pourrait définir comme un mécanisme de coordination institutionnalisé au sein d'une société. Dans la préface de notre livre, qui est rédigé par Olivier Lescuteur, à côté de moi, il y a 3 tendances en écologie politique que nous écartons pour les motifs que je vais vous exposer. Et c'est ça qui justifie le postulat de penser l'État. La première, c'est le colibrisme, donc une tendance portée par Pierre Rabhi, Cyril Dion, Rob Hopkins aussi, avec les initiatives de transition. Donc c'est l'idée que c'est à chaque individu qu'il revient de faire sa part pour éteindre finalement l'incendie de la forêt, l'incendie ici étant métaphoriquement le fait que la planète est en feu. Alors, nous voyons les limites de cette approche, bien que les changements individuels soient nécessaires à une transformation sociale de plus grande ampleur. Et pour nous, la grosse limite de cette approche, c'est la négation du politique, la négation des structures qui existent dans une société, et donc quelque part la négation de l'État. On peut parfois aussi se demander si cette approche, qui est libérale, ne fait pas parfois le jeu d'un certain système dominant. La deuxième tendance
est l'effondrisme. Alors là, elle a été réactualisée par Pablo Servigne et Raphaël Stevens dans leur livre publié en 2014 qui s'intitule Comment tout peut s'effondrer, petit manuel de collapsologie à l'usage des générations présentes. Et je dis bien réactualisé parce que le rapport Meadows publié en 72, The Limits to Growth en anglais et Halte à la croissance en français, développait déjà la problématique développée dans cet ouvrage, dont la thèse principale est que la société va s'effondrer. Alors, avec Cédric, nous avons pris le parti de plutôt penser l'improbable que le probable, dans la ligne du philosophe et sociologue Edgar Morin. Donc, ce qui est certain dans la vie, c'est que nous allons tous mourir un jour. Et donc, voilà, l'improbable est plutôt la vie. L'effondrement est documenté scientifiquement. Nous sommes actuellement sur une trajectoire d'effondrement. Si on se penche sur les faits scientifiques, c'est effectivement indéniable, mais c'est un diagnostic, et un diagnostic en soi ne fait pas une politique. Donc ça, c'est quand même la première limite de ce récit. Et ensuite, la deuxième limite, c'est un petit peu une histoire sans sujet. Le récit de l'effondrement, du grand tout, agrège tous les devenirs dans un grand devenir collectif qui est l'humanité, grand H, qui soudainement, quelque part, se voit doué de la capacité d'agir. Donc ici, la limite, c'est que l'humanité, elle existe, l'espèce humaine existe, mais ce n'est pas un sujet historique, en fait. Elle n'est pas dotée de la capacité de penser et d'agir. Donc nous pensons qu'il faut développer une pensée terrestre ancrée dans des territoires concrets. Enfin, la dernière tendance, c'est celle qu'on pourrait qualifier de cornucopisme, qui nous vient déjà de la Grèce antique. Donc cornucopisme signifie corne d'abondance. Si on caricature un petit peu, c'est l'idée que la technologie va nous sauver. Ici, on parle évidemment des technologies vertes. Alors, la grande critique que nous avons par rapport à cette approche, elle est fondée sur la théorie, finalement, et elle avait été déjà formulée en son temps par l'économiste britannique William Stanley Jevons au XIXe siècle. En l'occurrence, il formulait une critique qui est celle de l'effet rebond. Donc, exprimé simplement, c'est l'idée que les gains d'efficience apportés par une technologie sont annulés par la croissance. Et moi, j'irai même plus loin. Un économiste biophysicien tel que Robert Uehrs avait démontré que le moteur de la croissance, en fait, c'est l'énergie bon marché. Et ça a été confirmé très récemment par les travaux de l'économiste français Gaël Giraud. Donc, le grand impensé de la science économique, c'est le rôle de l'énergie. Mais, donc, l'effet rebond, on en a vu un exemple très concret très récemment en Allemagne. Donc Le Monde titrait le 4 octobre, je pense, que les milliards dépensés dans le programme de rénovation thermique des bâtiments en Allemagne ne se soldent pas par une réduction des émissions. En fait, les gains d'efficacité d'isolation se traduisent en gains monétaires pour le portefeuille et sont réinjectés dans la demande. Et donc, ça alimente en fait la croissance. Nous allons avoir un débat en deux temps. Le premier, nous sommes actuellement dans une situation de crise écologique. Et donc, qui dit crise, dit menace. La menace que nous avons identifiée dans notre livre, c'est la menace d'un état d'urgence, petit u. Alors, je vais redéfinir ça clairement pour les non-juristes. Donc, c'est l'idée d'un état d'exception qui suspend certains droits, certaines lois, voire certaines libertés fondamentales pour pouvoir répondre à une urgence considérée comme temporaire. Et dans ce cadre-là, on donne au pouvoir exécutif, donc au gouvernement, des largeurs en matière de législation de loi qu'il n'aurait pas en temps normal. Voilà. Alors ça, pour nous, c'est la menace. Et dans le cadre de l'urgence écologique, nous voyons trois tendances qui visent à la concrétiser. La première, c'est l'émergence des GAFAM et de ce que j'appelle personnellement la société aéroport. Donc c'est une société où les Google, Facebook, Amazon prennent progressivement le pouvoir et à un point tel que la démocratie se trouve mise en parenthèse. Donc ça pourrait aboutir à une forme d'état d'exception. La deuxième, ce sont les effondrements
écologiques qui, en réalité, sont déjà là. On l'a observé avec les incendies en Australie, les sécheresses récentes en Californie, et puis plus près de chez nous, nous avons aussi été impactés gravement par la dernière vague de sécheresse. Et par exemple, la forêt de soigne, les haies en forêt de soigne souffrent énormément déjà actuellement des effets du changement climatique. Enfin, le troisième scénario qui pourrait conduire selon nous à un état d'urgence, c'est un scénario de sécession des riches, finalement, et d'apartheid écologique. Alors, entre les pays du Nord et du Sud, bien sûr, mais aussi à l'intérieur des différents pays. Aujourd'hui, nous constatons, depuis la publication de notre livre, que nous avons été rattrapés par l'actualité, car l'état d'exception, avec la crise sanitaire, est devenu, entre-temps, une réalité. Donc, nous y reviendrons dans la première partie du débat. Ensuite, qui dit crise dit également opportunité. Et nous discuterons de ceci dans le cadre de la seconde partie du débat. Là, on va parler de l'état d'urgence grand U. Grand U, urgence grand U, pour signifier l'idée que l'urgence écologique est en fait l'urgence des urgences. Nous pensons que c'est l'urgence des urgences, car elle est existentielle, donc c'est-à-dire qu'elle met en péril la vie même. Si on n'en tient pas compte, le reste est tout simplement du domaine de l'impossible. Y répondre est nécessaire pour que la vie puisse continuer. Et donc les autres urgences d'autres types qui sont également pertinentes sont pour nous à hiérarchiser en dessous de cette urgence écologique, dans la mesure où si on ne répond pas à l'urgence écologique, on ne pourra pas répondre à cette urgence grand U, aux autres urgences, pardon. Alors, nous disons que nous avons basculé dans le temps de l'urgence grand U, nous avons basculé de temporalité en politique, cela est irréversible, la révolution a déjà eu lieu, donc l'urgence en fait elle est là, elle est irréversible, et la question c'est est-ce que nous allons nous atteler sérieusement à y répondre ou pas. Cela nous conduit également à penser que nous sommes rentrés dans l'ère de l'incertitude, que nous différencions de l'ère du risque, nous quittons de l'ère du risque. Donc, quelle est la différence entre les deux ? Le risque, il est maîtrisable, il est probabilisable, là où l'incertitude ne l'est pas. Donc, la différence entre le risque et l'incertitude, c'est que l'incertitude est synonyme de surprise. Nous savons que nous ne savons pas. Ça doit être le postulat de départ qui signe le basculement dans cette nouvelle ère de l'incertitude. Et donc, nous pensons que l'opportunité par rapport à ça, c'est la réactualisation du projet des Lumières, qui s'inscrit déjà en prolongation d'un vieux projet, qui était le projet athénien de démocratie et finalement d'autonomie. Donc, l'autonomie, la démocratie comme projet, nous voyons là une opportunité pour réactualiser le projet d'autonomie individuelle et collective et nous réapproprier finalement notre trajectoire historique. Donc nous discuterons de cette opportunité dans le cadre du deuxième volet du débat. Alors, on va commencer le débat concrètement avec nos invités. Et donc, on va se focaliser dans cette première partie sur la menace, en fait, et pour ensuite terminer plutôt par des bonnes choses, les opportunités. Donc, on va d'abord toucher le fond, et puis on remontera. Alors, le fond, pour le moment, c'est sûr que psychologiquement, c'est une période sans doute parmi les plus difficiles que la plupart des gens aujourd'hui aient connue, sauf peut-être les personnes les plus âgées qui ont connu la guerre. Mais la plupart d'entre nous avons vécu dans une période extrêmement stable, confortable et plutôt on va dire agréable, même si, évidemment, il y a toujours eu des inégalités, des difficultés, des souffrances, etc. Donc, mais aujourd'hui, il faut quand même admettre que ce qui se passe est très perturbant. Alors, il y a deux aspects qu'on peut aborder ici. C'est la réalité de la pandémie. Et donc, je voudrais commencer ce débat en demandant à Charles Hubert
comment, selon lui, la réalité pandémique éclaire finalement cette menace d'état d'urgence, petit e, petit u, donc l'état d'urgence, état d'exception. Oui, on est dans une situation tout à fait exceptionnelle qu'on n'a jamais connue, et je te rejoins entièrement sur cette fausse impression de stabilité qu'on a depuis des dizaines d'années, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense que tous ceux qui sont nés après ou juste à la fin de la Deuxième Guerre mondiale sont à mon avis, justement très perturbés, alors que quand on parle à des personnes plus âgées, en effet, voilà, elles se remémorent systématiquement des années difficiles de la Deuxième Guerre mondiale. Alors en quoi est-ce que ça éclaire notre débat sur l'état d'urgence avec un petit e? Bien entendu, on est tous frappés par le retour de l'État, et un retour de l'État dans la gestion d'une crise subite, d'une crise qui menace quand même une partie de la population, une partie importante de la population, qui nécessite, je dirais, des mesures radicales, des mesures d'éloignement, des barrières sociales, et que les gens ne sont pas tous prêts à accepter. Et donc, on observe que l'État doit se mettre en travers quelque part de toute une série de libertés, et donc se pose la question de savoir si finalement les mesures qui sont prises ne sont pas finalement une déviation par rapport à l'état de droit. Je pense que c'est vrai qu'il est légitime de se poser la question de savoir si finalement les restaurateurs, tout l'ORECA, toutes les personnes qui subissent de plein fouet, le personnel soignant, etc., tous ceux qui subissent de plein fouet finalement une série de mesures prises par l'État, est-ce qu'elles ne sont pas en mesure de s'interroger sur le respect de l'état de droit au nom de l'état d'exception, l'état de droit comme finalement principe en vertu duquel toutes les autorités publiques sont censées respecter le droit, respecter la Constitution en particulier, et l'état d'urgence, la nécessité de réagir rapidement face à une crise qui présente une menace importante pour la population. Je pense que dans la presse, des personnes se sont émues, en effet, de l'adoption de pouvoirs spéciaux, de l'adoption de mesures de police, d'une réaction, je dirais, progressive des pouvoirs publics à la menace, mais considérée comme a priori, parfois, en tout cas excessive, et peut-être contraire à l'état de droit. Et là, j'avoue que j'ai peut-être un discours un petit peu différent. J'en ai parlé avec une constitutionnaliste, Céline Romainville, entre autres, et on s'étonnait un petit peu de cette réaction, je dirais, de méfiance par rapport à l'État. Alors, il y a vraiment un risque réel, et je pense que poser le risque d'une menace pour l'état de droit, il faut le reconnaître. Il y a des possibilités offertes aujourd'hui au pouvoir public qui présentent en soi un risque d'abus ou de dérive. De là à dire que nos pouvoirs publics, en tout cas en Belgique, abusent des pouvoirs qui leur ont été conférés et prennent des mesures qui dépassent ce que la Constitution autorise. Là, j'ai des réserves. J'ai des réserves parce que quand on observe, quand on analyse un petit peu tous les textes qui ont été adoptés, parce que toutes les mesures qui sont prises sont des mesures qui ont un fondement juridique et donc qui sont traduites dans des textes, des arrêtés, des lois. On observe quand même que jusqu'à présent, en tout cas, si on fait une analyse juridique, j'entends bien que les balises qui sont posées soit par la Constitution, soit par la Cour constitutionnelle ou par la loi, n'ont pas été, à ma connaissance en tout cas, franchies de façon manifeste par les mesures qui ont été prises jusqu'à présent. Pourquoi ? Parce que la Constitution belge, l'État de droit en Belgique, prévoit ces possibilités de prendre des mesures d'exception. Et la démocratie est obligée quelque part de se défendre aussi et de prévoir des mesures qui finalement dérogent aux pratiques habituelles du débat démocratique, mais qui permettent de protéger aussi, dans une certaine mesure, à la fois sa population et ses institutions. Et voilà, si on observe par exemple que les pouvoirs spéciaux ont été accordés pendant 3 mois au pouvoir, à l'autorité fédérale et au
au gouvernement fédéré. Les arrêtés de pouvoirs spéciaux ont été pris pendant cette période, dans les limites, a priori en tout cas, qui ont été fixées par les lois, décrets et ordonnances de pouvoirs spéciaux. En tout cas, bon voilà, on n'a pas observé, sauf et sous réserve d'un contrôle a posteriori, dont je vais parler tout de suite, de dépassement manifeste. On observe que les arrêtés qui ont été pris, soit pour restreindre les libertés ou pour établir un couvre-feu notamment, sont des arrêtés qui sont pris sur base de législation de police. Il y a plusieurs législations qui autorisent les pouvoirs publics, les autorités administratives à prendre des mesures de police dans des situations comme celle qui se présente aujourd'hui. Ça va de la loi sur la fonction de police, l'article 135, l'article 133, 134 de la nouvelle loi communale pour les autorités communales, la loi provinciale pour les autorités provinciales. Donc il y a une base légale à ces arrêtés de police, contrairement, je pense, à ce qu'on a laissé entendre dans la presse. Et ça, je suis un petit peu surpris que, je dirais, on avance des violations de l'état de droit comme ça, sans avoir véritablement vérifié. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'il y a sans doute une approximation. Deuxième chose, je pense qu'on oublie un petit peu aussi les contrôles qui existent. Il existe des contrôles qui sont à la fois préventifs et curatifs et qui sont tout à fait fonctionnels et opérationnels pour le moment. Je pense que sur le plan politique, il y a un contrôle par la Chambre des représentants qui est réel. Il y a des commissions spéciales qui ont été mises en place pour le Covid. Donc il y a quand même un regard des parlementaires sur ce qui se fait. Il est quand même prévu, je rappelle aussi, que tous les arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux feront l'objet d'une loi de confirmation, ce qui veut dire que ce sera une occasion pour le Parlement, pour la Chambre des représentants de vérifier ce qui a été fait et éventuellement de corriger, d'éventuellement ne pas confirmer des arrêtés royaux qui disparaîtront de l'ordre juridique. Et puis, il y a quand même tous les contrôles juridictionnels qui existent et le Conseil d'État peut être saisi, y compris en extrême urgence, ce qui a d'ailleurs été le cas, pour suspendre l'exécution d'arrêtés de police qui seraient jugés contraires à soit la loi de police, soit au droit constitutionnel. Il est évident que se posent des questions de proportionnalité, parce que la proportionnalité est le critère d'action des pouvoirs publics quand ils doivent prendre des mesures de police comme celle-là. L'action doit être mesurée, elle doit être limitée à ce qui est strictement nécessaire pour atteindre les objectifs, mais ce contrôle est exercé par les cours et tribunaux qui peuvent écarter une ordonnance de police qu'ils estimeraient être, par exemple, contraire à du droit international, et puis ayant effet direct, et puis il y a le Conseil d'État qui peut annuler des ordonnances et les suspendre pour violation de la Constitution. Donc je pense qu'il existe toute une série de balises qui sont jusqu'à présent en tout cas opérationnelles en Belgique, et je n'ai pas encore à ce stade de crainte quant à je dirais une déviation manifeste de l'état de droit en Belgique suite à la crise du Covid. Maintenant, voilà, la suite, on verra, mais je pense que nos pouvoirs publics ont aussi à cœur de respecter cet état de droit, et ça reste à leur esprit. Donc voilà. Merci beaucoup Charles Hubert. Ça nous rappelle un petit peu le fonctionnement des contre-pouvoirs dans un pays, dans une démocratie comme la Belgique. Donc si je vous comprends bien, on est toujours en démocratie dans notre pays, même si ce qui s'est produit est exceptionnel. Les contre-pouvoirs continuent à fonctionner, vont fonctionner. Les citoyens peuvent faire appel à eux selon toute vraisemblance, et cela a déjà été fait d'ailleurs pour certains secteurs qui voulaient s'opposer à certaines mesures. Donc un propos qui a un côté rassurant aussi par rapport à la situation. Certes, on vit une situation d'exception, restons sans doute vigilants, mais jusqu'à présent, selon vous, en tout cas, on ne constate pas un dérapage non contrôlé au niveau juridique. Olivier, je voudrais vous poser la même question, te poser la même question. Donc, comment la réalité pandémique éclaire-t-elle la menace d'un état d'urgence ? Voilà, peut-être compléter ou d'un autre point de vue, un autre angle d'attaque. Comment répondrais-tu à cette question ? Merci Cédric. Je voudrais d'abord vous remercier Cédric et Thibaut pour votre invitation, et puis dire le plaisir que j'ai à être à côté de Charles Hubert, pour qui j'ai beaucoup d'admiration sur ce panel, mais dire aussi un malaise. C'est la première fois depuis longtemps que je suis sur un panel sans une femme. Oui. Et en fait, je sais que Delphine Mison a été invitée à participer et qu'elle n'a pas pu, etc. Donc vous êtes absolument hors de cause, mais
je crois vraiment, et c'est ma réponse à ta question en fait, que l'intelligence collective est infiniment plus forte que l'intelligence de l'un ou de l'autre. Voilà. Et je crois que, d'ailleurs, David Servan-Schreiber, dans un bouquin qui s'appelle « Le super collectif », que vous connaissez sans doute, en parle très bien, montrant combien plus un groupe est diversifié dans sa représentation, dans la diversité de perspectives qu'il offre, et plus il arrive, je dirais, à surmonter des obstacles qui tiennent au caractère biaisé que nous avons chacun sur la réalité dont on traite. Et donc, je dis, c'est ma réponse à ta question, parce que je crois qu'au-delà des questions que Charles Hubert a tout à fait bien expliquées, c'est que les libertés publiques peuvent être suspendues en temps de crise, il y a un contrôle parlementaire et juridictionnel par le Conseil d'État, etc. Il y aura une possibilité pour les parlementaires de confirmer ou non les arrêtés de pouvoirs spéciaux. Tout ça est très, très bien présenté. Je crois que le problème fondamental, c'est un problème que je qualifierais de légitimité et de pédagogie. Parce que ce qu'on a vu, c'est des lois, enfin des arrêtés, des choix faits au nom de la lutte contre la pandémie, que des juristes peuvent comprendre et analyser sous l'angle de la proportionnalité, etc. Et il y a des contrôles de cela, effectivement. Mais beaucoup dans la population, et les juristes y compris, ont eu du mal quand même à suivre les revirements, les messages, je dirais, contradictoires, l'équilibre toujours très précaire entre la nécessité que la vie économique se poursuive d'une part et d'autre part la lutte contre la pandémie comme priorité. Et donc je crois que si on peut reprocher quelque chose à la manière dont la crise a été traitée en tant que crise, c'est qu'on n'a pas associé à la prise de décision un nombre assez large de perspectives, en fait. Alors, je dis cela, et puis en même temps, moi j'aime bien penser un peu contre moi-même parfois, parce que j'ajoute aussitôt ceci, c'est que très souvent, les choix de l'État, et on en vient au sujet du jour en fait, sont des choix qui sont surdéterminés par le poids que certains acteurs économiques puissants peuvent exercer sur la décision publique. L'État est captif. Et je crois que c'est un vrai défi auquel on a à faire face quand on pense à l'État comme l'appareil à partir duquel la transformation écologique peut s'opérer. En fait, le choix est très très limité pour l'État et je peux détailler cela, qui est très souvent dépendant du soutien des milieux économiques et qui ne veut pas perdre, je dirais, la principale source de légitimation depuis Hobbes, on le sait bien dans la science politique, qui est de permettre au marché de bien fonctionner. Et donc, je dis et je crois qu'il aurait fallu impliquer une diversité de perspectives beaucoup plus large pour que la décision ne soit pas celle du gouvernement, a fortiori d'un gouvernement en affaires courantes, avec une minorité, ne représentant pas l'ensemble de la population. Je crois qu'il aurait fallu impliquer un plus grand nombre de milieux dans le choix pour que la décision soit celle de la collectivité dans son ensemble. Mais en même temps, je reconnais que certains acteurs ont très longtemps exercé un droit de veto sur la décision publique et qu'ici, pour la première fois, pour autant que je puisse me souvenir, on n'a pas fait passer l'économie avant le reste. Et ça, c'est quand même... S'il y a un changement copernicien dans ce qu'on a vu, en fait, c'est celui-là. C'est que sauver des vies a été prioritaire. Je veux dire, des arbres ne sont pas tombés sur les voies. C'est pas pour ça que l'économie s'est arrêtée. L'économie s'est arrêtée parce qu'on a tiré la sonnette d'alarme et qu'on a dit « stop, quoi ». Stop. Et arrêtons tous les commerces non essentiels, toute la vie économique a été mise en coma artificiel. Donc c'est pas un tsunami qui a frappé les côtes. Et ça, c'est quand même remarquable, quoi. Donc voilà, je pense contre moi-même. Est-ce que une manière de décider beaucoup plus inclusive aurait été hijacké, comme on dit ça, capturé par des intérêts économiques s'opposant à ce que l'on prenne l'épidémie au sérieux, etc. Je n'en sais rien, mais je regrette qu'on n'ait pas tenté de faire l'inverse de ce qu'on a fait. C'est-à-dire, au lieu d'avoir des arrêtés de pouvoir spéciaux venus d'en haut et imposant des normes qui changent toutes les semaines et que plus personne ne comprend, créer une démocratie véritablement participative pour répondre ensemble à ce qui est
notre intérêt collectif. Voilà. Ça aurait pris plus de temps. Ça aurait peut-être été compliqué à organiser. On n'a pas, je dirais, comme en France, un conseil économique social ou des dispositifs prêts à usage pour renforcer la démocratie participative en Belgique, mais peut-être que c'est le genre de moment précisément où il aurait fallu. Et je crois que ça aurait permis d'aller plus sereinement dans cette trajectoire, d'éviter certains malentendus, et puis surtout de créer un consensus qui a été présent au début, mais c'est très vite effiloché parce que personne n'a été impliqué dans la prise de décision. Merci beaucoup Olivier, tu pointes plusieurs sujets fondamentaux. Effectivement, nous aurions souhaité que la professeure Mison soit présente avec nous et nous n'avons malheureusement que 4 hommes blancs peut-être privilégiés à vous proposer. Tu as pointé aussi la question de l'économie, donc du rapport entre l'État et l'économie et le fait qu'il y ait des valeurs supérieures qui puissent s'imposer par rapport au fonctionnement de l'économie. La question du processus démocratique, de top-down versus peut-être une décision qui serait venue plus d'en bas, plus lente peut-être, mais peut-être aurait-elle eu plus d'adhésion de la part de la population. Et alors la question de la diversité, moi je la trouve fondamentale parce qu'ici nous considérons qu'il s'agit d'une crise historique, cette pandémie, mais en fait il y a déjà eu des épidémies auparavant, certaines à caractère pandémique dans d'autres zones du monde qui n'ont pas suscité un tel émoi de notre part, et d'autres populations ailleurs dans le monde en ont souffert, je pense à Ebola en Afrique notamment, et dans notre pays également, il y a une diversité de points de vue, mais aussi une diversité de conditions et de privilèges, et donc certaines personnes souffrent davantage que d'autres de la situation actuelle, et n'ont pas nécessairement accès aux leviers de décision. Donc non seulement elles en sont victimes, mais en plus elles n'ont pas nécessairement le pouvoir d'influencer les décisions qui vont être prises pour y répondre. Donc quel est en tant que voilà, tu es rapporteur spécial sur l'extrême pauvreté et les droits humains, comment est-ce que tu articulerais cette question de la pandémie, de ces mesures d'exception, avec à la fois les minorités ou peut-être la majorité qui n'a pas accès aux leviers de décision dans notre pays, mais aussi tous ces gens qui subissent nos décisions ailleurs dans le monde et qui n'ont pas notre confort matériel, on va dire. Non, je crois que de ce point de vue-là, l'épidémie que nous traversons est un excellent test. Essayons de regarder ce qui se passe pour apprendre de ce qui se passe. Qu'a révélé ce test ? Eh bien, simplement que les inégalités dans une société sont magnifiées dans leurs conséquences quand on affronte une crise comme celle-ci. Quelles sont les personnes les plus impactées ? Ce sont les personnes qui habitent dans des lieux surpeuplés où ils ne peuvent pas bien respecter les gestes barrières, par exemple parce que chez eux c'est trop petit, donc ils sont obligés d'aller ailleurs et ils ne peuvent pas respecter les règles de distanciation physique qui normalement sont imposées. Les personnes qui ont des comorbidités à cause d'une mauvaise alimentation ou à cause d'une obésité qui frappe, rappelons-le quand même, surtout les familles en précarité dans un pays comme le nôtre. Les personnes qui sont des travailleurs ou travailleuses manuelles et qui donc n'ont pas le choix du télétravail et pour qui c'est soit risquer d'être contaminé, soit rester chez soi, parfois avec un chômage partiel ou temporaire, mais sans garantie de pouvoir ensuite retrouver de l'emploi nécessairement aux mêmes conditions. Ce sont les personnes employés dans la gig economy, donc les gens avec des statuts très précaires, qui sont des faux indépendants, etc. Ce sont ces personnes-là qui ont été frappées. Et des gens comme, pardonne-moi, Charles Hubert, mais Charles Hubert et moi, on est parfaitement à l'abri de ce genre de précarité infligée. Et donc, je crois que la pandémie a montré combien, alors que la Belgique est un des pays les plus égalitaires du monde, si on calcule ça en termes de coefficient Gini par rapport aux revenus, je ne dis pas par rapport au patrimoine, je dis par rapport aux revenus, malgré tout, ces inégalités sont magnifiées par la crise. Et donc, malheureusement, les mesures qui sont prises sont
importante mais insuffisante pour protéger ces personnes à moyen terme, d'autant plus que la généralisation du télétravail va probablement signifier à terme une mise en concurrence à l'échelle mondiale des fournisseurs de services, quoi. Et donc pour la régulation du marché du travail et la protection des travailleurs et travailleuses, je crois que cette crise que nous vivons comme une répétition générale de la crise climatique, pour d'autres, c'est une sorte de répétition générale d'un monde néolibéral qui se passe de toute règle à partir de la plateformisation de l'économie numérique, quoi. Voilà. Donc je crois que c'est vraiment important qu'on reste les yeux grands ouverts. Merci Olivier. Ça me faisait penser aussi aux propos de Malcolm Ferdinand, je pense hier soir, qui avait étudié finalement les urgences écologiques qui ne portaient pas ce nom-là, mais dans le passé, dans certaines parties du monde non occidental, il parlait de l'île de Saint-Domingue et de gens qui avaient sans doute vécu des catastrophes comme ici la pandémie, comme en Afrique, Ebola, etc. Et ça n'avait pas généré une telle situation au niveau international parce que ces gens-là n'avaient peut-être pas nécessairement, n'étaient pas dominants, si je peux le dire simplement. Et alors, je voudrais faire le lien avec le point suivant du débat. Donc, il s'agit de se demander, donc au niveau de... Est-ce que ce que nous vivons, voilà, tu as un peu dit les mots, est-ce que nous vivons une répétition générale par rapport à l'urgence écologique est-ce qu'il faut craindre finalement que des états d'exception soient mis en œuvre pour répondre à une situation d'urgence écologique à l'avenir? Donc très concrètement, voilà, il y a des pays comme l'Australie ou aux États-Unis, la Californie, qui vivent des situations d'urgence objectives, des méga-feux, voire ils disent même maintenant, j'ai entendu le mot giga-feu parce que ça dépasse une dimension jamais vue. Ils ont parfois un régime d'état d'urgence qui est plutôt lié à une catastrophe naturelle qu'on déclare locale, temporaire, etc. Quid si jamais ces événements se multiplient à un point tel qu'en fréquence, en amplitude et en gravité, ça devient presque une situation permanente d'urgence où finalement chaque exécutif aurait tendance à dire ben voilà, on n'est plus en mesure de lever cette sorte d'état d'urgence écologique qui deviendrait une sorte de norme. Voilà. Est-ce que c'est une menace qu'il faut prendre au sérieux ou est-ce que c'est du fantasme ou un cauchemar irréaliste? Olivier. Mais moi je pense qu'on agite souvent ce spectre de la dictature verte et de l'État autoritaire qui, au nom de la transition écologique, mépriserait les contre-pouvoirs et suspendrait les libertés. En réalité, je pense que la vraie solution de la crise écologique réside dans une revitalisation de la démocratie et pas dans sa mise entre parenthèses. Et je crois pour ma part que c'est seulement à partir du moment où, au quotidien, nous exercerons notre prise de participation à la décision que nous pourrons nous assurer que les gouvernements suivent le cap de la transition, ne soient pas capturés par les lobbies, ne soient pas en train de faire des décisions uniquement en vue de la prochaine élection, mais au contraire dans l'intérêt du long terme et des générations futures. Toutes les expériences de démocratie participative qu'on a mises en place, et on parlait hier avec Dominique Méda de cette convention climat des 150 citoyens et citoyennes représentatifs de la France socio-professionnelle qui ont été convertis à l'écologie en l'espace de quelques semaines de mise à jour de leurs connaissances. Bon, je crois que toutes ces expériences convergent pour nous montrer que la démocratie n'est pas le problème, c'est la solution. Le problème, c'est une démocratie réduite au rituel de l'élection tous les 4 ou 5 ans, où la population donne un mandat pour que d'autres décident et réfléchissent à leur place, et où, entre 2 élections, on abandonne toute prétention à
s'investir dans les affaires publiques. Et ça, pour moi, c'est pas la vraie démocratie, comme David Van Reybrouck, entre autres, ou David Graeber, le regretté David Graeber, le montre bien. Je pense que la vraie démocratie, c'est la démocratie à laquelle Thibault de la Motte faisait allusion, c'est la démocratie dont les sources sont dans la démocratie athénienne avant que Platon ne vienne la pervertir, et qui dissout l'opposition entre les gouvernants et les gouvernés, et qui permet à chacun de participer à la vie de la cité, quoi. Je ne veux pas du tout mythifier ce qui se passait à Athènes. On sait le traitement fait aux esclaves, aux femmes, etc. Mais je dis que l'idée de démocratie était au départ que les décisions devaient être prises non pas par une élite disposant d'un monopole du savoir, mais devaient pouvoir impliquer n'importe qui, parce que les opinions de chacun sont aussi respectables que celles d'un autre, voilà, ou d'une autre. Et donc, je crois que c'est ça qu'il faut dire, c'est que la crise écologique ne pourra être vraiment traitée que si on sort des limites. Difficile de dire ça, hein, parce qu'on va me reprocher si on prend cet extrait-là, mais des limites de la démocratie représentative, quoi. Et ça demande plus de démocratie, ça demande une attention permanente à ce qui se fait en notre nom, pour que les décisions répondent à l'intérêt qui nous est à tous très cher, à tous et toutes très cher, quoi. C'est de long terme, des générations futures, et voilà. Donc moi j'ai confiance en cela. Merci Olivier. Alors je me tourne vers Charles Hubert. On a entendu ici ces deux derniers jours, ces dernières 48 heures, une sorte d'écart entre les décisions qui étaient prises par les exécutifs pour réagir à la croissance exponentielle du Covid dans notre pays, et un certain appel dans la population, ou même chez les journalistes. J'écoutais les journalistes ce matin sur La Première qui avaient l'air particulièrement remontés contre les politiques, qui disait, à la limite, la population appelle à davantage de contraintes, ce qui est surprenant et peut-être peu courant, comme si la population disait aux exécutifs contraignez-nous davantage, soyez plus sévères, allez-y à fond. Une certaine partie importante de la population, semblerait-il, appellerait à ça. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un tel scénario se produise également par rapport à l'urgence écologique, donc à un point où finalement, comme malheureusement c'est arrivé dans des périodes très sombres, il y a eu presque parfois un plébiscite de la population par rapport à des formes plus autoritaires de gouvernement. Est-ce que ce serait la population qui pourrait demander ça, ou est-ce que ce serait une minorité, une forme d'élite? Est-ce que ce serait peut-être, je ne sais pas, les entreprises ou les GAFAM qui diraient bon, maintenant ça suffit, ça devient trop dangereux, l'urgence écologique et le climat, on va mettre maintenant les choses de façon carrée, on va limiter les libertés et on va un peu rétablir l'empreinte écologique de manière autoritaire. Voilà. Est-ce que c'est un scénario est-ce que ce sont des scénarios qui tiennent la route, ou est-ce que à nouveau c'est de la fiction selon vous? Alors, tu fais le lien avec ta question précédente. Et dans votre ouvrage, je trouve que vous faites bien cette différence entre l'urgence écologique avec un grand U et les urgences momentanées. Je pense qu'il y a une urgence. Alors l'urgence définie, vous l'avez dit aussi, par rapport à un danger, par rapport à une menace et par rapport à la gravité de cette menace. Il est clair que l'urgence écologique, pour le public, n'est pas encore perceptible, n'est pas encore suffisamment perceptible. Pourquoi ? Parce qu'elle ne se traduit pas encore à une échelle qui est la leur, c'est-à-dire concrètement chez nous, ici en Belgique, par des dommages encore catastrophiques ou qui frappent l'esprit. Alors, petit à petit, la population commence à se rendre compte par les incendies en Californie, Annecy, ont commencé à un petit peu ouvrir les yeux. L'année passée également, les incendies en Grèce, en Australie, tous les méga-feux, ça frappe assez bien l'imagination des gens. Mais c'est seulement aujourd'hui que les gens commencent à prendre, enfin aujourd'hui, depuis quelques années, depuis les manifestations climat, que la population commence à percevoir la possibilité qu'il existe des urgences au sens crise immédiate, c'est-à-dire des dangers imminents.
Le problème de l'urgence écologique, c'est que malheureusement, avec les faire-tard de nos mesures, qui n'auront, je dirais, un effet que dans 10 ans, dans 20 ans, malheureusement, la population ne perçoit pas encore le mur qui s'approche. Le mur qui s'approche peut-être pas encore assez vite, qui n'est peut-être pas encore assez haut, qui n'est peut-être pas encore assez noir que pour pouvoir justement mobiliser la société. Et ça, c'est sans doute le danger qu'il y a, c'est que finalement, au moment où le public alors se sent saisi d'une vraie menace immédiate comme le Covid maintenant, ils se sentent paniqués et que là, ils demandent en effet une protection et qu'ils demandent à tout prix une protection. Et c'est ce qu'ils demandent aujourd'hui. Ils demandent à tout prix, il est prêt à abandonner toutes ses libertés ou une partie de ses libertés importantes dans un cadre qui reste celui de l'état de droit. Je suis rassuré de ce point de vue-là, mais ça ne change rien. Les libertés sont limitées, mais c'est une demande de la population et qui arrive à un moment où le danger est là. On n'a pas pu, et c'est ça que je reproche moi personnellement à notre état de droit, à notre démocratie, c'est d'anticiper, c'est de prévenir, c'est de pouvoir, alors qu'on a connu déjà 2 pandémies, dont une qui a fait l'objet d'une première loi de pouvoirs spéciaux. Je me permets de rappeler qu'en 2009, on a eu déjà une loi de pouvoirs spéciaux qui concernait la grippe H1N1 et qui a déjà donné des pouvoirs spéciaux au roi et oui, c'était que le gouvernement fédéral à l'époque, pour organiser ça. Donc on était au courant. Et ces fameuses histoires de stock de masques, etc., détruits, ça montre une négligence incroyable et un manque d'anticipation qui est certainement lié à des priorités qu'on donne en effet à l'économique et à l'immédiat, à l'horizon des 5 ans de la législature. Ça, je vous rejoins vraiment entièrement. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, l'impératif aujourd'hui démocratique, c'est d'anticiper les urgences, d'anticiper les crises qui malheureusement, et ça je suis moi très pessimiste sur ce plan-là, vont arriver. C'est pas une question qu'on va les éviter en anticipant aujourd'hui, en multipliant les réductions des émissions. Il le faut absolument, mais on va déjà aujourd'hui subir les conséquences de notre inertie, et ça va se traduire non seulement par des sécheresses, par des incendies, par je dirais des épisodes climatiques extrêmes, mais aussi par des mouvements de population, mais aussi par une angoisse existentielle dans la population. On ne va plus vivre de la même façon. Et ce que je reproche aux politiques, c'est de ne pas saisir ça dans un temps qui est quand même suffisamment long, c'est-à-dire celui des législatures, pour pouvoir continuer le débat démocratique. Et là, je rejoins entièrement Olivier sur la nécessité de finalement de questionner la capacité de notre démocratie représentative à appréhender ce mur qui arrive, parce qu'il est là. Donc, moi, je pense qu'on va devoir de nouveau un jour remobiliser des figures comme sans doute je le crains vraiment, comment dirais-je, la réquisition, le rationnement, des figures comme ça qui font peur, mais qui sont des figures qui surviennent en temps de guerre, en temps de crise. Mais malheureusement, on va devoir l'affronter. Mais tout ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est limiter au maximum cette perspective qui est quand même extrêmement angoissante. Et pour ça, il faut en effet sans doute questionner, re-questionner nos modes de prise de décision. Et je trouve que votre ouvrage est là, je vous rejoins entièrement sur la nécessité de politiser cette question-là, au-delà de la particratie, parce que ça c'est une autre question, mais je suppose qu'on en reviendra tout à l'heure. Mais les urgences, elles vont arriver. Anticipons-les avec notre appareil institutionnel en le re-questionnant, en l'accompagnant d'un débat, comment dirais-je, d'innovation institutionnelle, sociale, qui permettrait de changer l'horizon des politiques actuelles. Et là, j'ose espérer qu'avec les marches climat, avec la mobilisation progressive, qui n'est pas encore du tout suffisante à mon goût, de la population, et on en reparlera sans doute tout à l'heure, les politiques vont essayer d'anticiper tout ça, parce qu'en tout cas, la première leçon du Covid, c'est qu'on savait déjà. Je crois que Jean-Pierre Dupuy dit dans son ouvrage, on ne croit pas ce qu'on sait. Et en fait, c'est ça, on sait, je veux dire, il y a ces rapports sur rapport du GIEC qui nous annoncent ce mur, et on sait, il n'y a aucun doute, je veux dire, raisonnable sur la question. Les derniers climato-sceptiques ont d'ailleurs changé de discours aujourd'hui, c'est plus tout à fait la même chose de ce qu'ils disaient il y a 10 ans.
Mais par contre, on continue à avancer comme Nicolas Hulot, il employait l'expression du syndrome du Titanic, on continue à faire la fête pendant que l'iceberg arrive. Ça me surprend. Merci beaucoup, Charles Hubert. C'est très intéressant. Ça fait un peu la liaison avec la seconde partie de notre séminaire. Donc, ce que je retiens, c'est la démocratie, sans doute, et faisons en sorte que ce soit le cas, comme solution et non pas comme problème. Et sans doute que si on en faisait davantage à ce niveau-là, on en libérerait toute la force et toute l'énergie. Et puis, cette question de l'état actuel et de sa forme actuelle, elles sont des formes qui sont capables de se hisser à la hauteur de cette urgence grand U, du long terme. Et hier, je pense, le philosophe Dominique Bourg disait il y a un problème avec les générations futures, c'est qu'elles ne peuvent pas participer à la décision aujourd'hui. Elles ne peuvent pas voter, elles ne peuvent pas exercer un rapport de force. Ça, c'est une chose. Et deuxième gros problème avec le climat notamment, c'est l'inertie et donc les délais entre les décisions et les impacts qui se comptent en décennies, en siècles, voire en millénaires. Et donc, non seulement les gens qui risqueraient de subir ces conséquences ne sont peut-être pas encore nés, nous sommes nés, nous subissons déjà des conséquences, donc il y a déjà des conséquences aujourd'hui, mais en plus ne peuvent pas exercer un droit de vote effectif aujourd'hui et influencer le rapport de force. Et donc, je vais donner la parole à Thibaut, et donc sortons maintenant de l'univers des menaces. Donc on a un petit peu balisé les choses, on a vu que face à cette crise pandémique, la démocratie, en tout cas en Belgique, reste fonctionnelle pour l'instant. Et on a vu que probablement cette espèce de fantasme de dictature écologique, peut-être que non seulement c'est détestable, mais en plus ce serait probablement inefficace. En tout cas, voilà. On va aller vers les opportunités, donc je donne la parole à Thibaut. Merci Cédric. Donc pour les auditeurs qui nous voient et qui nous écoutent, ici se clôt la première partie du débat qui portait sur l'état d'urgence, donc comme menace, l'état d'urgence vu comme un état d'exception qui suspend les libertés. Je pense que cette première partie du débat, Charles Hubert et Olivier, contredisez-moi si je me trompe, convergent sur l'idée que finalement les démocraties sont face à un enjeu qui est de répondre à l'urgence écologique démocratiquement. Et donc dans ce cadre-là, la démocratie doit plutôt être vue comme une solution qu'un problème. L'enjeu serait plutôt qu'elle se réinvente, plutôt que d'aller vers un état d'exception qui n'est pas du tout vu par aucun des participants comme une solution permettant de résoudre l'urgence écologique. Et donc, si on est d'accord avec ça, eh bien, l'urgence écologique peut être une opportunité pour réinventer la démocratie, en fait. Et donc, c'est ce second volet du débat dont je souhaiterais discuter maintenant avec vous. Et donc, la question que je vais vous poser successivement, d'abord à Cédric et puis à toi Olivier, c'est finalement comment hisser la démocratie à la hauteur de l'urgence écologique. Comment peut-on effectuer cette transformation sociale de la démocratie afin de hisser la démocratie à la hauteur de l'urgence écologique et donc d'y répondre et donc de réinscrire quelque part la démocratie dans le temps long. Alors, Cédric développe depuis un certain temps déjà une thèse que j'appellerais le scénario Roosevelt 2.0. Donc, je vais pas rentrer là-dedans dans le détail, je vais te laisser expliquer. Là où Olivier travaille depuis déjà longtemps aussi sur un scénario que j'appellerais l'expérimentalisme démocratique. Et donc, je vais vous laisser chacun un tour de rôle expliquer chacune de ces deux thèses. On va peut-être commencer par Cédric. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a, on s'est dit de manière un petit peu caricaturale, mais il y a une dialectique un petit peu entre ces deux thèses. L'une est plus top-down, donc avec un gouvernement qui prend des mesures, on va dire, du haut,
là où la thèse défendue par Olivier est peut-être plus bottom-up, donc elle part plus de l'expérience des gens au quotidien. Voilà. Merci Thibaut. Cédric. Alors je tiens à préciser que ici je vais exposer une thèse, mais je ne m'identifie pas à cette thèse, et donc c'est plutôt un archétype ou une figure de politique, d'État possible qui a été exemplifiée dans l'histoire. Mais il faut savoir se distancier de l'histoire et ne pas statufier et mythifier des grands personnages historiques. Il y a beaucoup de choses qu'on dit sur eux parfois qui sont régulièrement fausses, et parfois les circonstances, quand on se penche sur l'histoire, sont l'inverse de ce qu'on imaginait. Et donc, voilà. Mais en termes de réflexion, c'est intéressant d'étudier cette sorte d'idéal type ou d'archétype d'un gouvernement, finalement, le gouvernement Roosevelt, qui s'est hissé successivement à la hauteur de deux urgences. D'abord, la Grande Dépression en 1929, et puis la guerre 40-45, une fois que les Japonais ont attaqué la base de Pearl Harbor. Alors, pourquoi est-ce qu'on revient avec Roosevelt ? C'est peut-être aussi un signe de période sombre, c'est qu'on se retourne vers le passé. C'est un signe qu'on échoue à imaginer, à réactualiser les choses et à imaginer un futur. Donc on cherche désespérément dans le passé des solutions, mais peut-être est-ce un tort. Néanmoins, parfois, l'histoire peut être inspirante. Et donc il y a cette sorte de Roosevelt spirit, un esprit rooseveltien qui semble inspirer à nouveau des activistes, des politiques aujourd'hui, avec le New Deal, ce fameux New Deal porté par Roosevelt, le Green Deal européen porté par Ursula von der Leyen, et même l'idée de Green New Deal. Donc on ferait la synthèse à la fois écologique et sociale en s'inspirant de la politique de Roosevelt. Alors, il y a ce collectif Roosevelt qui a été dissous, mais qui avait été actif, qui avait été fondé par Stéphane Hessel et Edgar Morin notamment, dont Pierre Laroutourou faisait partie, et qui a peut-être inspiré aussi le pacte finance-climat qui a été défendu un peu partout en Europe. Ursula von der Leyen utilise des mots qui sont issus de John Fitzgerald Kennedy. We are going to the moon. Donc c'est le moment man to the moon de l'Europe, ou woman to the moon, peut-être plus exactement. Donc l'idée, c'est, voilà, on fait un acte de volonté pur au niveau politique, au niveau de l'État, du plus haut niveau, avec un leader qui incarne un changement radical. Vous avez aux États-Unis la jeune députée Alexandria Ocasio-Cortez, qui, inspirée et poussée par le Sunrise Movement aux États-Unis, a porté jusqu'au Congrès américain une résolution sur un Green New Deal. C'est la gauche du Parti démocrate, plutôt radicale. Aux États-Unis, il semble que socialiste soit une insulte, mais en tout cas, c'est le versant gauche du Parti démocrate qui porte cela. Je pense que Joe Biden a offert des gages aussi par rapport à cette idée. Alors, peut-être encore plus à gauche, ou en tout cas au niveau activiste, vous avez Extinction Rebellion au Royaume-Uni qui défendait ça et qui a fait tellement pression que le Labour, donc la gauche britannique, a repris ça dans son programme et a finalement, peut-être malheureusement pour vous qui nous écoutez, perdu les élections face à Boris Johnson. Et donc voilà. Pourquoi est-ce qu'on en reparle ? Parce qu'on cherche de l'inspiration, je pense. Alors il y a le crack de 1929 aux États-Unis, partout dans les économies industrielles. Le président Hoover aux États-Unis, avec une politique de laisser-faire, échoue à relancer l'économie. Arrive Franklin Delano Roosevelt, qui devient le président des États-Unis le 4 mars 1933, c'est-à-dire un mois après la nomination d'Hitler comme chancelier en Allemagne, donc en pleine Grande Dépression. Et c'est très intéressant d'observer que face à une crise économique internationale, il y a eu la trajectoire américaine et la trajectoire allemande. Il est élu avec 57,4% des voix, donc c'est un raz-de-marée démocrate, et peut-être que vous êtes nombreux à espérer qu'il en soit de même pour Joe Biden. Donc il y a une domination simultanée de la Maison-Blanche, du Congrès et du Sénat durant une vingtaine d'années par les démocrates,
avec une politique, un discours plutôt populiste, mais aussi pédagogique, c'est-à-dire une capacité probablement chez Roosevelt à expliquer des choses compliquées en mots simples. Il y a un cas célèbre par rapport au bank run, donc n'allez pas tous chercher en même temps votre argent à la banque, s'il vous plaît. Et alors, le président lui-même explique pourquoi il ne faut pas faire ça en cas de crise financière. Le président marié à Eleanor Roosevelt, qui avait des idées très progressistes et que certains ont décrites comme, de manière un peu espiègle, la première présidente non officielle des États-Unis. Donc c'était un président qui était malade, qui était parfois en chaise roulante et qui comptait aussi beaucoup sur sa femme. Et sa femme portait elle-même spontanément une grande partie de ses politiques. Alors le New Deal, c'était un programme de relance de l'économie et de lutte contre le chômage, donc vraiment top-down, donc venu d'en haut, mais aussi avec un appel de la base. Et puis après vient la Seconde Guerre mondiale, et là c'est carrément l'économie de guerre. Et donc aujourd'hui certains écologistes en appellent à une forme d'économie de guerre pour lutter contre la destruction écologique et faire la transition. Donc l'économie de guerre, c'est de dire voilà, l'État met le paquet, l'ensemble du budget ou presque est consacré à la transition. On mobilise les syndicats, les entreprises, les chercheurs, les usines, on reconvertit l'industrie dans le sens de la transition. Alors côté face sombre, peut-être, c'est plus de 3000 executive orders, donc ce sont des décrets présidentiels, c'est pas ce qu'on appelle une manière la plus démocratique de gouverner, donc c'est très top-down. Une crainte que Roosevelt devienne un dictateur. À l'époque, il faut savoir que partout en Europe, ou presque, il y avait des dictateurs, avec Mussolini, Hitler, en Espagne, etc., en URSS. Et finalement, au cours de la guerre, la transformation de l'économie américaine en complexe militaro-industriel, une sorte de capitalisme de guerre qui n'est pas sans conséquences, puisqu'après, c'est la grande accélération de la destruction écologique. Donc, on se dit peut-être que là aussi, chez Roosevelt, il y a la racine du malheur de notre époque, la croissance, le déploiement infini des forces de production. Et voilà, donc la question qui se pose aujourd'hui, est-ce aussi crédible de décroître ou de décélérer en accélérant? Donc, c'est-à-dire, si on fait comme Roosevelt, ne va-t-on pas simplement augmenter l'empreinte écologique? Est-ce une comparaison pertinente? Voilà. Donc ça, c'est peut-être un exemple, un modèle, mais qu'en tout cas, il est impossible et sûrement pas pertinent d'appliquer tel quel, mais qui pousse à la réflexion. Merci Cédric, je pense que c'est très clair. Donc je rebondirai là-dessus après. Je vais d'abord laisser Olivier expliquer la thèse de l'expérimentalisme démocratique. Donc ici, je résumerai, c'est une thèse finalement d'un paternalisme éclairé. Donc on a un gouvernement avec un leader charismatique qui a une approche volontariste et donc qui mobilise toutes les ressources de la société pour les aligner dans un sens qui a été décidé du haut par un gouvernement, certes élu démocratiquement. Voilà, Olivier. Bon, en fait, je suis très tenté de réagir sur ce que Cédric a dit sur Roosevelt. Je m'en abstiens parce qu'on n'a pas vraiment le temps. Ou brièvement, peut-être? Non, je pense simplement que Roosevelt, a délibérément misé sur le soutien de l'opinion publique pour contourner les obstacles qu'il rencontrait parfois au sein même du Parti démocrate. Et je crois que tout son art, en tant que politique très tactique, c'était de travailler à l'opinion publique pour que celle-ci, voilà, lui donne sa légitimité. Et donc, c'est ça qui est intéressant quand on regarde son pragmatisme. Et il était pragmatique. Moi, on en parlait tout à l'heure, donc pardonne-moi de répéter cela, mais en fait, Roosevelt a été élu sur une plateforme de réduction des déficits publics. Il était très convaincu qu'il fallait, certes, atténuer l'impact social de la crise, mais aussitôt que possible, retourner à de l'austérité orthodoxe. Son ministre des Finances, Hans Morgenthau, le pressait en ce sens. Et il n'a été converti au keynésianisme que parce que les entreprises qu'il voulait en fait conforter et avec lesquelles il voulait travailler, refusaient de travailler avec lui, s'en méfiaient. Et donc il a
il a finalement changé de cap à partir de 1938. Voilà. Et donc, la lecture rétrospective de Roosevelt, qui est celle de l'homme d'État visionnaire, charismatique, je reprends Thibaut Thémault, qui a un plan qu'il met en œuvre en mettant de côté les contre-pouvoirs, c'est largement un mythe, en fait. Mais je dirais qu'il a su saisir le moment, très clairement, et je ne parle pas ici de l'économie de guerre, qui était encore un paradigme tout à fait différent. Je dirais simplement ceci, et je commence à répondre alors à Thibaut à la question que tu posais, c'est que une des erreurs de Roosevelt, c'était de ne pas du tout promouvoir la démocratie dans les entreprises. En d'autres mots, son modèle était très simple. Les entreprises, y compris les toutes grandes entreprises, peuvent croître, prospérer, etc. Mais on allait imposer une fiscalité très progressiste, donc taxer les hauts revenus, et on allait, mettre sur pied des programmes sociaux qui allaient mettre sur pied l'État-providence aux États-Unis. Et donc on a une politique sociale qui est compensatoire des dommages que le marché cause. Mais le marché, il n'a pas vraiment travaillé là-dessus. Il n'a pas travaillé à réduire, par exemple, les écarts de salaire, il n'a pas travaillé à améliorer la démocratie d'entreprise nettement, etc. Et donc, un des adversaires intellectuels de Franklin Delano Roosevelt, c'était le philosophe John Dewey. John Dewey, une grande figure de l'ère progressiste, mais qui disait, si on ne démocratise pas la société, y compris les entreprises, les réformes de Roosevelt peuvent être annulées par un gouvernement qui a simplement une couleur idéologique différente. Et je note qu'il y a eu un très fort consensus autour des réformes de Roosevelt dans les années 80, mais quand Reagan a pris la présidence 80-88, il a pu très facilement faire changer la société américaine de cap. Pourquoi ? Parce que le marché, lui, continuait de fonctionner sur le modèle libéral. Et donc, il a suffi de réduire les politiques sociales, de dénoncer le welfare comme étant une sorte de taxation des riches en faveur des pauvres, etc. Pour mettre... Et les choses auraient été beaucoup plus difficiles à démanteler si Roosevelt avait ancré dans la manière dont le marché lui-même fonctionne la justice sociale. Et pour combattre la pauvreté, il y a deux moyens. Soit on la combat post-hoc, après en compensant les effets du marché, soit on la combat ex-ante, en s'assurant que le marché soit inclusif. Et Roosevelt a fait beaucoup de ex-post, mais très peu d'ex-ante. Voilà. Donc je suis nuancé sur Roosevelt, en fait. Mais j'en viens à l'expérimentalisme démocratique dont l'idée vient de John Dewey. Quelle est l'idée ? C'est que, en fait, à côté des outils dont l'État généralement dispose, qui sont les incitants fiscaux, les incitants économiques, taxes et subsides, et les réglementations. Alors, on a dans les cabinets ministériels des économistes et des juristes. Les économistes, ils veulent les incitants économiques, les juristes, ils veulent les réglementations. Mais chaque fois, c'est le même modèle de l'individu qui, dans la société, va réagir aux incitants monétaires, adapter son comportement en fonction, ou va vouloir échapper à la sanction et respecter la règle. C'est un modèle, en fait, utilitariste. Et la thèse de l'expérimentalisme démocratique, c'est que nous ne sommes pas réductibles à des agents qui maximisons notre utilité en répondant à ces incitants. Et que nous sommes capables d'innover, d'inventer, et que les innovations qui sont contextuelles au sein de l'école, de l'université, de l'entreprise, etc., sont un potentiel de transformation sociétale qu'on sous-estime. Et je crois, oui, qu'on ne peut pas tout miser sur les technologies, et tu expliquais en faisant référence à Stanley J. Evans pourquoi notamment l'effet rebond annulait une partie des gains des technologies, etc. Et je crois qu'un aspect, un levier de transformation écologique de la société qu'on sous-estime, c'est les innovations sociales que chacun de nous peut inventer. Chacun de nous peut inventer. Et donc, indépendamment de la fiscalité, de réglementation, y compris le rationnement, etc., auquel Charles faisait allusion, indépendamment aussi des innovations technologiques, on peut imaginer que l'État fasse davantage pour que ces innovations sociales émergent et prospèrent. Comment faire ? C'est très compliqué, en fait. Et c'est presque contradictoire, parce que provoquer l'innovation n'a pas de sens. Par définition, si on savait la forme qu'elle prendrait, on l'aurait déjà faite, cette innovation. Et ça, moi, je me rappelle toujours un proverbe africain ici, qui est on ne fait pas pousser l'arbre en tirant l'arbre par la branche. On ne provoque pas plus l'imagination des citoyens et citoyennes ordinaires que l'on ne peut anticiper les voies de l'innovation en général. Voilà.
Mais on peut néanmoins faire certaines choses. Je pense notamment, c'est là-dessus que je travaille pour l'instant, que l'aménagement de l'espace urbain peut favoriser la convivialité et l'entretien par les gens qui habitent un même quartier des communs. Je peux détailler ça, mais on n'a pas le temps, je crois, de rentrer dans le détail. Je crois que lutter contre les inégalités, c'est très important pour stimuler l'innovation sociale, parce que dans toutes les sociétés, on constate la même chose, c'est que quand on a moins d'inégalités, les gens se sentent beaucoup plus altruistes et il y a un ciment sociétal, si on veut, qui se crée, ce qu'on appelle le capital social, qui fait qu'on s'investit dans des causes comme la transformation des systèmes alimentaires, l'énergie de proximité, les coopératives citoyennes, etc. On a tout ça. Et ça suppose qu'on se sente partie d'un collectif et on sera beaucoup plus dans cet état d'esprit lorsque les inégalités sont relativement réduites. Moins d'inégalités, c'est aussi encourager l'action civique, la participation à la vie publique. Et c'est une manière de permettre aux gens d'avoir le loisir d'innover dans des initiatives de transition, etc. Quand on est forcé d'accumuler les petits boulots pour nouer les deux bouts et qu'on a des longs horaires et qu'on habite loin de son lieu de travail, donc on a des longues navettes, etc., on n'a tout simplement plus le temps d'investir dans l'action collective. Et donc il y a, je crois, une politique publique qui, indépendamment de la fiscalité, de la réglementation, peut être développée pour que les innovations sociales puissent prospérer et être soutenues, encouragées, etc. Et c'est ça qu'avec Tom, on essaye de réfléchir. Il y a des exemples tout à fait intéressants de villes, de territoires qui ont pu se réinventer en misant sur l'innovation sociale. Voilà, c'est ça qu'on essaie de faire. Et on essaie de faire ça parce que la conviction, je termine par là, c'est qu'en fait, on ne sait pas vraiment ce qui peut marcher le mieux. On doit multiplier les expérimentations pour voir ce qui peut marcher. Et en plus, ce qui marche dans un territoire ne marche pas dans un autre territoire. L'innovation dans l'arrondissement de Verviers, avec des communes largement rurales qui ont un rapport très... c'est très différent de l'innovation dans la région de Bruxelles-Capitale, par exemple. Pour prendre deux exemples qu'on a étudiés d'un peu plus près. Donc voilà, l'expérimentation, c'est à la fois miser sur l'imagination citoyenne, c'est donner à l'État un rôle différent de ceux qu'il a assumés jusqu'à présent, c'est faire confiance à l'inventivité des gens et c'est accepter que les solutions doivent être diversifiées en fonction des différents territoires. Merci beaucoup Olivier, je pense que c'est très clair. Au vu du temps qui nous reste, je vais donc rebondir sur ce que vous venez tous les deux de dire. Avec une critique qu'on pourrait peut-être qualifier de nietzschéenne de part et d'autre, et une question pour Olivier. Pour Cédric, je pense qu'on n'aura pas le temps malheureusement d'aller dans les détails. Donc sur la thèse du paternalisme éclairé, moi j'ai aussi en fait des réserves, un peu comme toi Olivier, d'une nature peut-être un peu différente, du style en fait d'Isabelle Stengers, qui dit j'ai un problème par rapport au rôle, à la répartition des rôles dans ce scénario, on va dire Roosevelt 2.0, où on a un Igler éclairé qui décide, c'est qu'on a le leader qui est quelque part un peu dans le rôle du berger, avec les autres qui sont dans le rôle du troupeau un petit peu passif. Et donc, moi, ça me pose problème, en fait, ça. Dans la répartition des rôles, j'ai l'impression que le public, qui a d'ailleurs disparu dans cette option-là, est en attente d'autre chose. Et donc, on a parlé, effectivement, tu as parlé de l'expérimentalisme démocratique, Olivier. Moi, dans cette perspective-là, c'est quand même quelque chose qui est plus attrayant. Aussi également dans la perspective du libéralisme dans le bon sens du terme, c'est-à-dire préserver la liberté. J'ai l'impression que dans le scénario Roosevelt, on se rapproche quand même un petit peu de l'état d'exception, si vous voulez. Tandis qu'un expérimentalisme, là, quand même, on voit qu'on rétablit une sorte de capacité d'auto-institution de la société. Donc, c'est-à-dire la possibilité pour des collectifs de se définir, de s'autodéfinir. Et ça c'est la définition de l'autonomie. Donc moi, je me sens quand même plus proche de cette thèse-là. Maintenant, comment dire, Dewey,
qui a fondé donc, cet expérimentalisme part en fait du postulat d'incertitude. C'est ça que j'aime bien. Tu en as parlé avec la métaphore de l'arbre du proverbe africain. C'est qu'on ne sait pas par avance ce qui va émerger, si vous voulez. C'est une forme d'émergentisme. Et la critique qu'on pourra recevoir, c'est une critique typique de la gauche qui est, mais enfin, c'était quelque chose de néolibéral. En fait, les grands théoriciens du néolibéralisme, Friedrich Hayek, plaidaient pour le marché, qui est l'ordre spontané, contre l'État. C'est cet État qui cadenasse, qui veut tout organiser, qui veut tout contrôler. Donc l'expérimentalisme, ça, c'est une première critique qu'on peut adresser, mais je n'y souscris pas forcément. Moi, ça me plaît, cette idée qu'on part d'un postulat d'incertitude et qu'on laisse des choses émerger. On laisse une capacité d'auto-institution, d'innovation sociale, d'ailleurs, pas que technologique. Donc c'est quelque chose qui me plaît. Par contre, la question que je me pose, c'est mais qui est l'acteur en fait, de l'histoire dans ce scénario? Qui va mettre en œuvre ça? Tu parlais de mettre en œuvre une politique publique afin de favoriser un expérimentalisme démocratique. Donc c'est la question que je me pose parce qu'on en discutait il y a, je ne sais plus, 3 semaines. Partant de l'hypothèse, bon, je ne pense pas que c'est quelque chose qui va venir de la droite. Alors donc la question, c'est est-ce que ça pourrait venir de la gauche? Et mon constat, c'est que la gauche est fondamentalement prisonnière du même logiciel que celui de la droite, en fait. C'est-à-dire le logiciel du progrès, l'accumulation infinie, et donc finalement la croissance. La critique nietzschéenne, c'est nous sommes passés de l'époque de l'hétéronomie de Dieu à l'hétéronomie de la croissance, donc je ne vais pas dire d'une religion à une autre parce que c'est un peu trop caricatural, mais j'ai l'impression que l'imaginaire tant à droite qu'à gauche est capturé par cette idée de progrès et que fondamentalement le projet à gauche, c'est redistribuer les gains de la croissance. Et donc j'ai l'impression que mettre en œuvre cet expérimentalisme implique de se débarrasser des eschatologies. C'est ce que j'appelle les eschatologies. En fait, à droite, ce serait le mythe de la technologie salvatrice, quelque part. Donc ça, c'est la figure du sauveur, pour moi, à droite. Et à gauche, ce serait l'histoire, en fait, l'idée que le progrès naturel de l'histoire, par le progrès technique, va abolir la lutte des classes, en fait, finalement. Donc j'ai l'impression qu'on est prisonnier de cette idée d'histoire et que mettre en œuvre un expérimentalisme, c'est la question que je te pose, impliquerait de sortir de ça, en fait. Je crois qu'il faut sortir des dualismes. Imaginons qu'on ait une conversation entre nous sur l'idée d'État, la droite, la gauche, le marché, etc. On aurait 2 axes. L'axe vertical, l'État, le marché, l'axe horizontal, la gauche, la droite. On aurait facilement tous la possibilité de remplir ce cadran. Il y a un État de droite autoritaire qui impose de manière très top-down des politiques néolibérales. Il y a un État de droite très libertarien, qui est l'état du laisser-faire, qui fait confiance aux acteurs économiques, c'est hayekien. Il y a un État de gauche autoritaire, c'est les plans quinquennaux, on amène le progrès social par le haut. Et il y a un État de gauche qui est plus anarchiste et qui fait confiance aux forces sociales pour qu'elles s'organisent. Ce qui est quand même typique dans ces dualismes, c'est qu'on retient une séparation entre l'État et la société, et alors que mon propos est tout à fait autre. Il est de dire l'État a un rôle à jouer pour que la société accouche ce qu'elle a de meilleur en elle-même. Et ça ne veut pas dire une sorte de hayekianisme de gauche. Hein. Ça veut dire qu'on doit arrêter d'être en pilotage automatique où, je dirais, on fait confiance aveuglément à l'évolution de la société, quelle qu'elle soit, simplement sous prétexte que les acteurs ont le droit d'exercer leur autonomie. Non, c'est pas de ça dont il s'agit. L'État facilitateur est un État qui, certes, encourage l'innovation, qui reconnaît qu'il ne sait pas tout, c'est un État modeste, mais c'est un État très ambitieux parce qu'il veut aiguiller ses innovations dans une direction déterminée. Et pour ça, il faut, je pense,
sortir aussi d'un autre dualisme qui est entre le laisser-faire, purement évolutionniste si on veut, ou gestionnaire, et la planification. Il y a entre les deux l'idée d'une sorte de planification douce, où on se fixe des objectifs à l'horizon de 5, 10, 20 ans, mais où on reconnaît qu'on n'a pas tous les moyens, on ne sait pas exactement ce qui peut nous amener à ces objectifs, on reconnaît que les solutions peuvent être différentes, on reconnaît aussi que les solutions ne sont pas toutes détenues par la technocratie qui encadre les décisions des gouvernements, et qu'il y a un potentiel d'imagination dans la société qui peut nous amener à réaliser ces objectifs. Mais évidemment, si l'innovation débouche sur l'inverse, il faut arrêter, quoi. Il faut même interdire. Il faut donc aiguiller, mais sans étouffer le potentiel d'innovation. C'est ça qui est un peu le pilotage délicat qu'il faut opérer. Et c'est ça, en fait, en quoi consiste l'expérimentalisme démocratique. Ce n'est pas l'État qui laisse faire et on va bien voir ce qui en ressort. Et c'est ce qui, mais c'est un État qui fixe des objectifs, qui fixe un cap, mais qui reconnaît qu'il y a un potentiel d'innovation sociale qu'il faut encourager, valoriser et soutenir quand il va dans le bon sens. Voilà. Mais bon, c'est plein de risques, hein, ce truc-là. Je veux dire, l'innovation sociale, c'est aussi les systèmes de partage de voitures qui débouchent sur, c'est quoi, Blablacar, et c'est la sympathique tradition de prêter son sofa à des amis de passage, recommandé par des amis d'amis, qui devient Airbnb, quoi. Donc c'est très difficile. N'oublions pas quand même que le capitalisme a une capacité extraordinaire à cannibaliser tout ce qui ne se fait pas en son nom au départ, mais dans lequel il voit une opportunité de profit. Donc voilà, je suis conscient de ces risques et peut-être que je devrais travailler sur autre chose, mais voilà, pour l'instant je travaille là-dessus. Je pense aussi que Charles Hubert, qui a beaucoup travaillé sur la préservation de la biodiversité, pourrait dire des choses très intéressantes sur des groupes citoyens qui entretiennent des forêts, par exemple, qui ont des projets qui soutiennent la biodiversité et qui le font, non pas nécessairement contre l'État, mais sans attendre, en tout cas, que l'État donne le signal de départ, quoi. Voilà, je pense qu'il y a dans ce domaine des choses intéressantes. Merci Olivier. Voilà qui illustre concrètement la thèse donc, de l'expérimentalisme. Je pense que le public situe un petit peu mieux cette thèse entre donc, un État... autocrate, on dira, et puis un État qui laisse faire, néolibéral pur. Donc on est sur une voie médiane. Avec le temps qui nous reste, rapidement, Cédric, j'aurais voulu t'entendre sur les obstacles en fait, à la mise en place d'un tel type d'État, comme Olivier en appelle de ses voeux, donc un État facilitateur. Quels sont les obstacles, principalement au niveau de ce qu'on a appelé dans notre livre l'ordre du discours. Et je te laisse expliquer en deux mots ce qu'on entend par là. Oui, en deux mots, l'ordre du discours, donc, ça c'est suite à mes discussions avec Thibaut sur le philosophe Michel Foucault qui avait conceptualisé l'ordre du discours. Donc c'est l'idée que dans ce qu'on entend à la télévision, à la radio, dans les conversations, dans les discours politiques, dans les discours officiels ou dans les textes, ce qu'on lit, et on retrouve un peu toujours une ligne, en fait, un ordre, quelque chose qui est ordonné et qui structure la pensée et l'imaginaire d'une société à un moment donné. Et Thibaut et moi, nous nous sommes amusés, bon, on s'amuse comme on peut, mais durant le pic du mouvement climatique en Belgique, à vraiment éplucher la presse, écouter la radio, entendre les ministres, entendre les entrepreneurs de différentes couleurs politiques, différentes tendances, essayer de repérer, est-ce qu'on s'est repéré finalement un ordre du discours, parce que ici, toutes ces personnes sont challengées, sont mises au défi par les jeunes, par la population. Il n'y a pas que les jeunes, il y a 100 000 personnes dans les rues de Bruxelles qui exigent plus d'ambition pour le climat. Et qu'est-ce que ça déclenche ? Comment le système, avec ses anticorps de discours, se défend par rapport à ça pour justifier qu'en fait, il ne fait pas suffisamment et qu'il y a une sorte d'inertie. Et alors on repérait finalement des leitmotifs que d'autres repéraient avant nous et que vous pourrez repérer vous-même si vous êtes attentif, et qu'on a même repéré encore à nouveau pendant la pandémie. Et parmi ces leitmotifs, il y a la Belgique ne peut rien faire toute seule.
nous sommes trop petits, nous sommes un petit pays, vous comprenez, pour le climat, on peut pas, nous ne sommes que 0,02% des émissions. Enfin, je ne connais pas le chiffre exact au niveau mondial, mais voilà, c'est tellement infime, donc on ne doit rien faire. Attendons que les vrais pollueurs, la Chine, les États-Unis, fassent quelque chose. Donc il y avait ça, il y avait ça coûte trop cher, c'est impayable. Et ça, on l'a entendu aussi plus récemment. Donc on n'a pas les moyens de payer ça. Faut-il croire du coup qu'il faut se laisser tous mourir, faute d'avoir les budgets pour vivre c'est impayable. L'idée aussi que c'est l'individu finalement qui doit lui-même, c'est l'individu qui est responsable. Donc ce sont les éco-gestes, et on l'a entendu encore hier, ça m'a un peu choqué, les éditorialistes belges, je pense qu'ils étaient réalistes, mais ils disaient à la population, voilà, maintenant nous en sommes réduits, chacun à adopter nous-mêmes des gestes pour limiter la pandémie. Donc c'est l'individu qui peut tout, et donc il n'y a pas de collectif, il n'y a pas d'État. Voilà, c'est tous ces leitmotifs-là qui reviennent et qui, si on les synthétise ensemble, c'est on ne peut rien faire. There is no alternative, un peu de Margaret Thatcher. Voilà, merci Cédric. Le temps est écoulé, donc je propose d'en terminer là-dessus. Merci beaucoup, merci à tous. Merci beaucoup.